Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui pour une petite séance questions-réponses encore, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça. Donc on va reprendre parce qu'il y en a pas mal qui se sont accumulés, là ça va un petit peu vite. Avant je voulais vous donner une information aussi en parlant d'accumulation. Comme il se trouvait que pour le stage d'août il y avait énormément de demandes, nous avons décidé d'organiser une seconde session pour le mois d'août, du 14 au 20 août, donc du lundi soir au lundi soir. Il y a encore des places, donc en chambre, en tente, tout est ouvert. Donc je vous invite cordialement à me contacter assez rapidement si vous êtes intéressé. Ça sera dans la droite ligne de tout ce qui a été fait dans les précédentes sessions. Sauf que les fruits auront encore changé. Là on s'approchera de la saison des figues. Je pense qu'on commencera à avoir des figues. Donc ça risque d'être vraiment joyeux. Voilà, alors sinon, eh bien écoute, on va commencer. Donc une question de Marine. Alors, quels sont les critères qui te permettent de diagnostiquer les candidats albicans en développement anormal? Alors, quels sont les critères qui me permettent de diagnostiquer alors, de pas diagnostiquer, mais de déterminer qu'il y a une prolifération anormale de candidats albicans? Eh bien déjà, ce sont les critères externes. Les critères externes, c'est-à-dire mycose vaginale, mycose linguale, dans la bouche, au niveau de tous les orifices, on peut avoir les champignons qui sont présents. Donc s'il y a des mycoses, infections fongiques, on suspecte le candidat albican, mais on suspecte. S'il y a des problèmes digestifs, fatigue chronique, ballonnement, gaz, on peut suspecter très fortement le candidat albican qui aurait proliféré dans les intestins. Il y a fatigue chronique, globalement, ça reste un gros patrimoine commun de toutes les personnes qui sont infectées au candidat albican. Il y a qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? C'est multifactoriel. Il faut vraiment voir avec la personne directement. C'est pas le problème avec le candidat albican, c'est que c'est pas lui le problème, hein, vous l'avez déjà compris, c'est pas lui le problème, ce n'est qu'un régulateur et la population n'explose que parce que les conditions sont propices à son explosion. Donc en même temps que le candidat albican, on va avoir un problème au niveau du pancréas, obligatoirement, puisque c'est le pancréas qui régule finalement la digestion des sucres. On peut avoir aussi un problème au niveau du foie et de la vésicule biliaire automatiquement. Donc c'est à tester. On peut tester le candidat albican si vraiment on a un doute, mais souvent les critères externes suffisent largement pour déterminer sa présence. Alors, pouvons-nous mélanger les oléagineux avec les fruits et les fruits secs? Dans le cas de problèmes de digestion, c'est assez peu recommandé. C'est vraiment le mélange oléagineux fruits qui est hygiéniquement, par les hygiénistes, qui est extrêmement peu recommandé. Donc surtout si tu as une suspicion de prolifération de champignons de candidats albicans, je te le déconseille fortement. Donc oléagineux et fruits, et qui plus est oléagineux et fruits secs, c'est pas idéal. Fruits et fruits secs, par contre, ça peut marcher, même si le fruit sec ne sont pas idéaux si tu as des problèmes, si tu suspectes des problèmes de candidat albican. Moi j'éviterai les fruits secs au maximum et je me tournerai plutôt vers les fruits juteux, surtout en cette saison. Je pense qu'on peut se passer très bien de fruits secs en cette saison. Pour le mélange pastèque chia gingembre, puis-je le remplacer par le chia par le chanvre car je n'ai pas de chia? Oui, sauf qu'il faut bien comprendre la différence fondamentale, c'est que le chanvre est un peu plus complexe en termes d'acide gras que le chia, donc les interactions entre la pastèque et le chanvre vont être beaucoup plus problématiques. Moi je m'abstiendrai, je prendrai juste du jus de pastèque et à d'autres moments de la journée avec des verdures, je prendrai des graines de chanvre. Alors que les graines de chia, elles, vu qu'elles sont sous forme quasi prédigérée, on trouve des acides gras à peu près comme on en trouve dans les fruits, c'est-à-dire sous forme totalement libre et simple.
et le corps les traite comme tels. Il y a toujours des acides gras dans les fruits, il y en a dans la banane, il y en a dans les pêches, même si c'est en toute petite quantité. Et donc, dans les graines de chia, on retrouve les mêmes acides gras. Donc c'est pour ça que ça pose aucun problème d'interaction. Donc chia, chanvre, c'est pas la même chose et c'est pas interchangeable. Ensuite, pour question concernant les lavements au café de Marine, toujours, que penser des lavements au café? Alors, lavement au café, on en a pas mal parlé dans le dernier stage. En matière de nettoyage intestinal, vous avez compris, la glande pituitaire est extrêmement en lien avec nos intestins, puisque au niveau du stade embryonnaire, les deux sont liés, et donc toute notre vie, l'un et l'autre restent liés. Donc de l'état de nos intestins dépend aussi le bon fonctionnement de la glande pituitaire, de l'hypophyse, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout le système. Donc de l'état de nos intestins dépend en grande partie tout le fonctionnement global de notre corps. Donc effectivement, c'est très très important. Sauf que il y a solution et solution pour nettoyer ce système. Et pour moi, la solution royale et rêvée, on va faire ça par ordre de gradation, eh bien c'est simplement une alimentation riche en fruits et en légumes. Particulièrement riche en fruits, les fruits sont quand même les agents détoxinants qui vont permettre de désengorger, de désencrouter toute cette muqueuse intestinale. Ça, c'est la solution la plus douce, la plus simple, peut-être pas la plus rapide, mais de loin la moins impactante sur le système, on va dire. Ensuite, et par ordre de préférence, il y a évidemment les herbes médicinales. Les herbes médicinales vont apporter un petit plus à l'alimentation crue, un petit plus avec des herbes douces, avec des herbes qui vont adoucir, qui vont relâcher les tissus, des herbes laxatives. Je pense à la racine de guimauve, je pense à la mauve, je pense qu'est-ce qui peut faire un bon balai intestinal. Ben, les graines de chia vont aussi jouer leur rôle dans la désincrustation un petit peu de tous les dépôts dans le tube digestif. Mais toutes les herbes adoucissantes globalement, donc je vous dis guimauve, mauve, vont être des plantes qui vont être très très utiles pour relâcher le système intestinal et permettre finalement la circulation, la remise en circulation de tous ces déchets, de toutes ces croûtes qui sont enquistées dans notre système intestinal et qui favorisent une mauvaise assimilation, des ballonnements, des fermentations, la prolifération de champignons. Ensuite, eh bien, par ordre de gradation au niveau impact sur l'organisme, il va y avoir l'irrigation colonique. L'irrigation colonique, bon, surtout pas avec de l'eau salée, bien sûr, mais l'irrigation colonique à l'eau est une solution un petit peu plus rapide, un petit peu plus, entre guillemets, violente, mais c'est une solution qui marche. Le mieux est de la faire chez soi avec une planche à lavement en irrigation colonique. Je ne connais pas encore bien, je ne pratique pas encore, mais je suis fortement intéressé par cette technique et je vais m'y essayer et je vous tiendrai au courant. Par contre, ensuite, les lavements au café, alors là on rentre pour moi dans la zone de danger par rapport au corps. Pourquoi? Eh bien parce qu'un lavement au café, c'est pas anodin. Le café, c'est extrêmement excitant pour le système nerveux. Donc on va avoir une sursollicitation du système nerveux ortho et parasympathique. Ça crée une irritation. De toute façon, les lavements au café créent une irritation. Alors, lavement au café uniquement en cas extrême, on va dire, en cas extrême de bouchage du système. Mais en même temps, ça sera symptomatique et ça sera ponctuel et ça ne sera pas une réponse par modification du terrain. C'est pour ça que j'ai tendance à ne vraiment pas recommander les lavements au café, qui sont quand même très irritants, je vous dis, et très, très excitants pour le système nerveux, et à plutôt recommander toujours l'approche par les fruits frais et par les herbes médicinales. Les fruits frais et les herbes médicinales resteront toujours la solution, peut-être pas la plus rapide, mais toujours la solution la plus profonde pour une modification du terrain, avant tout. Et toutes les petites recettes qu'on peut trouver à côté, c'est toujours cette volonté d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Mais le corps, il prend son temps. Il prend son temps pour se régénérer. On ne régénère pas 40 ans de vie en 6 mois ou en 2 mois. On met le temps. Le temps, ça va progressivement. Ça va progressivement. Chaque jour, on voit des belles améliorations qui nous motivent d'autant plus. Mais il ne faut pas s'attendre à tout renverser du jour au lendemain.
C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça fonctionne en physiologie, mais ça n'empêche que le chemin est beau et magnifique. Et quelque part, vouloir prendre des raccourcis, ben, c'est souvent aller vers une ulcération qui va être contre-productive et à contre-courant. Donc c'est pas en essayant d'aller plus vite qu'on guérit le corps et qu'on permet au corps de se guérir, parce que c'est pas nous qui guérissons, mais c'est le corps qui se guérit. Ce n'est pas en allant plus vite, au contraire, souvent on va vers l'irritation dans ce cas-là. Ensuite, bonjour Thierry. Alors, insomnie, fatigue au réveil le matin, depuis au moins 15 ans si ce n'est pas plus. Je mange sans gluten, sans produits laitiers, me nourris de fruits au petit déjeuner. Je fais des jus depuis bientôt 6 mois, excellent. Je prends un peu de chia et de graines de lait moulu fraîchement avec du lait de riz une fois par jour, en général le soir. Je soigne mon foie et draine mes métaux lourds aussi. J'ai compris que la cause est probablement les surrénales, les glandes surrénales. Oui, pour une fatigue chronique, a priori, mais il faudrait quand même d'autres informations. Mais a priori, il y a 15 ans, on m'a diagnostiqué une intolérance aux produits laitiers. Rassure-toi, c'est à peu près pour tout le monde. Lactose, gluten, et logique, j'avais une candidose. Ensuite, j'ai fait une dépression. Oui, ça c'est signe d'une candidose aussi. J'avais trop d'amylase. Il y a 2 ans, le gastro a rigolé en voyant mon pancréas blanc à l'ultrason. Cellules HS pleines de graisse. Je prends des gélules d'amylase, tryptécine, lipase, donc de porc, à vie si je mange cuit. Et depuis, les douleurs articulaires ont disparu grâce aux enzymes. J'ai lu de tes vidéos que c'est les surrénales. Enfin, un coupable, bien que mon ami naturopathe iridologue les avait déjà trouvés à 30 ans plus tôt. Tu pourrais nous faire une liste écrite des plantes pour régénérer les surrénales. Alors déjà, là, tu me parles de pancréas et d'amylase, de tryptécine, lipase à vie. Un pancréas, ça se régénère. Je tiens à préciser, un pancréas, ça se régénère. Et s'il y a bien une plante, une herbe pour le pancréas, c'est le fenugrec. Le fenugrec peut vraiment vous régénérer le pancréas. Parce qu'il faut bien comprendre que une fonction qui n'est pas utilisée dans le corps, c'est une fonction qui est inhibée et qui disparaît. Donc ton pancréas, il sécrétera d'autant moins d'amylase pancréatique qu'on lui donnera des compléments. Et pour moi, c'est tout sauf une solution de prendre de l'amylase de porc à vie. C'est parce qu'il y a des conséquences énormes sur le corps, de fait d'avoir un apport externe. L'amylase de porc n'est pas l'amylase humaine, de toute façon. Donc je te déconseille. Si tu as le pancréas qui est blanc avec les cellules pleines de graisse aussi, il y a fortement à voir du côté du foie, puisque c'est le grand transformateur qui s'occupe du métabolisme des graisses. Donc il y aurait à voir du côté du foie. Bon, les surrénales, bien sûr qu'elles peuvent être remontées si tu as de la fatigue, mais moi j'irai d'abord voir le pancréas et le foie. J'irai d'abord voir le pancréas et le foie avec des herbes toniques amères, avec une diète de fruits, toniques amères, pissenlit, racines de pissenlit, donc pissenlit feuilles, laiteron, toutes les plantes toniques amères, la gentiane aussi, la gentiane qui est particulièrement la plante amère par excellence. Et donc avec toutes ces plantes-là, je ferai bouger la lymphe aussi, pas mal bouger la lymphe avec de la gaillet gratteron. Le gaillet gratteron, c'est une plante excellente. Le plantain, on le trouve partout pour faire bouger la lymphe, c'est excellent. Donc tu me parles d'herbes pour les surrénales. Bien sûr que tu peux remonter tes surrénales. Tu prends à ce moment-là de l'ashwagandha, donc de la Vitania somnifera, ou mieux même de l'astragale et de l'éleutérocoque. Astragale et éleutérocoque, j'en ai souvent parlé, mais ce sont des plantes adaptogènes qui vont vraiment t'aider. Mais avant ça, moi j'irai voir le foie et le pancréas. Il faudrait voir tes yeux aussi, voir tes yeux pour se rendre compte. C'est pour ça souvent on demande des avis aux gens, mais sans voir les yeux, sans voir le visage de la personne, sans pouvoir faire des palpations, on ne peut pas arriver à grand chose. On peut pas arriver à grand chose. C'est tellement multifactoriel. Alors que donc de seul coup, c'est assez amusant parce on cherche un coupable, mais c'est pas un coupable qu'on cherche, on cherche à comprendre le terrain. Donc voilà, je ne te donnerai pas une réponse directe. Mais il est clair que si tu as ton pancréas engorgé, le truc c'est d'aller voir le foie. Et avant tout aussi d'arrêter de prendre des amylases porcines, en tout cas de mettre en place une régénération du pancréas de manière à stopper les amylases porcines qui sont tout sauf une solution.
Mon mari a des poches sous les yeux tous les matins au réveil, surtout à droite. Ça passe dans la journée. Je suppose que c'est la lymphe, mais évidemment, personne ne peut me dire que faire, ni le toubib. Moi, j'aime pas ça, et malgré mes 10 ans et malgré presque 10 cures de foie et quasi 1 kg de calcul éliminé chacun, on n'est pas au top. Alors, les poches sous les yeux, c'est la lymphe, mais c'est surtout les reins. C'est surtout les reins. Et si c'est à droite, eh bien c'est le rein droit. Donc il doit y avoir une difficulté au niveau du rein droit. Je suppose aussi peut-être qu'il a d'autres manifestations du côté droit du corps, puisque le rein droit draine le côté droit du corps, le rein gauche draine le côté gauche du corps. Donc si on a une faiblesse au niveau du rein droit, qui peut être une faiblesse acquise ou une faiblesse congénitale, eh bien le côté droit du corps va manifester beaucoup plus. Si on a une faiblesse côté gauche, eh bien c'est le côté gauche du corps qui va manifester beaucoup plus. Mais les poches sous les yeux, c'est typiquement un problème rénal. Un problème rénal, donc un problème surrénal. Donc régénérer les reins, peut-être régénérer plus spécifiquement les reins que les surrénales. Actuellement, il y a un produit qui est excellent, un aliment qui est excellent, c'est la pastèque pour régénérer les reins. Pour régénérer les reins, c'est exceptionnel. Sinon, le persil, la racine de persil, les baies de genièvre. Les baies de genièvre sont exceptionnelles. Tu peux prendre du genièvre aussi, en baies de genièvre en gélule. Pour régénérer les reins, c'est absolument exceptionnel. Tu fais un persil genièvre, c'est en gélule, par exemple persil racine et feuilles et genièvre baie. Et là, tu vas remonter tes reins, mais il peut aussi en profiter pour remonter ses surrénales. Prendre un maximum de fruits juteux, parce qu'en termes de détoxination, c'est toujours les fruits qui auront le dernier mot. Donc prendre un maximum de fruits juteux, et actuellement ça tombe bien. Je vous ferai bien moi une cure de melon ou de pastèque. Et les reins vont remonter doucement. Mais pour remonter les reins, eh bien, il faut prendre le temps. C'est la lymphe, mais non, pas uniquement. Disons que c'est la lymphe, mais de façon indirecte. Là, c'est avant tout les reins. Donc voilà, c'était une question de Monique. Alors, là, un courrier assez long, on le prendra ensuite. Alors, ben tenez, on va continuer un petit peu sur le sujet. Je te suis depuis un an, donc c'est une question de Catherine. Je te suis depuis un an sur Vivre Cru et j'applique un régime quasi 100% cru depuis ce moment. Félicitations, excellent. Bien que végane depuis très longtemps, avec suppression quasi totale du gluten, j'avais la peau très sèche et des problèmes de fatigue chronique. Cela s'est bien amélioré avec le passage au cru, mais voilà, depuis 2 mois, et alors que mon hygiène de vie est quand même bonne de mon point de vue, je me retrouve avec des choses inédites. Hémorroïdes, alors que je n'en ai jamais eu de ma vie, pellicule, jamais connu ça avant, et retour d'une peau assez sèche. Par ailleurs, sans avoir mauvaise haleine, j'ai la langue blanche. Comment expliques-tu cela? Est-ce dû à une détox en profondeur qui vient de faire surface? J'ai souvent commandé des gélules d'astragale. J'ai commandé des gélules d'astragale, ginseng et eleutérocoque car j'ai vu que tu les recommandais souvent. Alors je les recommande pour régénérer les glandes surrénales. Bon, si tu as des problèmes de fatigue chronique, ça tombera très très bien. Mais attention, c'est pas un guéri-tout. La palette des plantes médicinales est gigantesque. On l'a vu au cours du stage là, du mois de juillet. La palette est gigantesque et il s'agit de jouer avec toutes ces plantes. Mais là, regarde, tu me décris des pellicules. Alors, pellicule, c'est typiquement engorgement du système lymphatique. Hémorroïdes, donc là aussi, c'est l'acidose. Acidose au niveau anal et retour d'une peau assez sèche. Il faut bien se souvenir que la peau, c'est notre plus grand organe d'élimination. Typiquement, on l'appelle le 3e rein. Donc tout ça, moi, ça me fait dire, avec la langue qui est marquée, que tu es en pleine détoxination. Et effectivement, tu me dis, finalement, j'ai pas changé mon mode de vie et j'ai ces signes qui apparaissent. Mais c'est absolument normal, c'est absolument normal. C'est bien parce que tu commences à alléger ton corps au niveau digestif et à lui fournir des aliments qui sont adaptés que la détoxination peut avoir lieu. Donc pellicule, peau sèche, hémorroïdes, et encore c'est rien des hémorroïdes. On peut voir des éruptions cutanées, on peut voir toutes ces manifestations sont absolument normales, et c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, c'est que tu es en train de taper réellement en profondeur dans ta biologie
pour arriver à détoxiner. Et c'est le bon chemin, c'est effectivement le bon chemin. Alors si tu veux aider ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les toxines se remettent en circulation, elles sont dans la lymphe. Mais si les ganglions lymphatiques sont saturés déjà, eh bien le système, si les émonctoires sont saturés, eh bien ça sort comme ça peut du système. Ça sort comme ça peut via les hémorroïdes, via la peau sèche, via les pellicules, via des éruptions cutanées, via tout ce qu'il peut. Le corps, il cherche à faire sortir ces toxines absolument. Donc moi, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de voir quels sont mes émonctoires les plus faibles, j'essaierai de voir au niveau du foie, comment est-ce que se comporte ton foie, je stimulerai un petit peu mes reins. Bon, avec les gélules d'astragal, ginseng et l'eutérocoque, c'est pas mal. Je mettrai du persil dans mes jus, des baies de genièvre, pour stimuler bien mes reins, pour éviter que ça sorte trop par la peau, pour dériver un petit peu ça. J'activerai un petit peu aussi mes intestins. Je ne sais pas un petit peu comment ça passe ton transit, mais je prendrai au besoin, bon, avec des fruits ça ne devrait pas poser de problème, mais au besoin je prendrai une plante ou deux adoucissante, de la mauve ou de la racine de guimauve. Et le foie, je régénérerai le foie en prenant des plantes toniques amères. Si tu as du pissenlit par chez toi, n'hésite pas, tu mets beaucoup de pissenlit dans tes jus, ou du chardon-marie par exemple, qui est excellent. Voire je prendrai du desmodium, si vraiment c'est trop dur, je prends du desmodium en gélule ou en ampoule. Et pour activer le foie, et donc pour dériver toujours pareil, parce que là ça sort par la peau. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas sortir par les émonctoires, et donc globalement on peut suspecter une saturation des émonctoires. Donc quelque part, ça ne sert peut-être pas à grand chose maintenant d'activer encore plus le mouvement de la lymphe. Tu peux de toute façon en prenant quelques plantes astringentes comme le plantain, mais avant tout c'est de soigner tes émonctoires, parce que quelque part on remet en circulation les toxines, ça se déverse dans la lymphe, ça va vers les ganglions lymphatiques. Quand ils sont saturés, eh bien, ces ganglions lymphatiques, comment on fait? Ça va vers les émonctoires, mais si les émonctoires sont saturés, eh bien, comment on fait? Eh bien ça sort par où on peut, ça fuit on va dire que ça fuit un petit peu de partout dans le corps. Donc là tu es dans une détoxination profonde, c'est fantastique, moi je trouve ça fantastique, et c'est un très très beau signe. Dis-toi que tout ce qui sort, ben, tu l'avais à l'intérieur, donc réjouis-toi. Cette démarche est la bonne. Cette démarche est vraiment la bonne. Et tu commences enfin à taper profond dans ta biologie. Donc accompagne ça. C'est juste ce qu'il demande à être fait. Mais une fois que ça aurait été accompagné et que les toxines acides seront sorties, toutes ces ulcérations, ces peaux sèches, c'est l'acidose. Acide, on en revient toujours à la même chose. Et donc une fois qu'elles seront sorties, eh bien tu seras beaucoup plus détoxiné et beaucoup plus au calme. Mais c'est absolument normal. Au contraire, le corps ne commence à détoxiner que quand on lui fournit des aliments qui sont adaptés à sa physiologie et adaptés au nettoyage. Donc réjouis-toi. Alors une question d'Armel. Voilà, je viens vers vous car nous sommes un peu perdus, du moins mon mari. Je voudrais avoir votre avis sur l'intolérance au gluten dont souffre mon mari. On est tous intolérants au gluten, plus ou moins, de toute façon. Après plusieurs mois d'inquiétude et de questions, nous avons enfin trouvé de quoi souffrait mon mari. Il ne supporte plus le gluten et depuis 2 mois, il est au régime sans gluten et depuis, son corps va beaucoup mieux. Mais nous cherchons un moyen pour détoxiner son corps par des moyens naturels. Nous vous serions reconnaissants de nous répondre merci. Bon, l'intolérance au gluten, nous l'avons tous plus ou moins, nous sommes intolérants au gluten. Le gluten, c'est une macromolécule, c'est une molécule longue de protéines qui va passer au travers de nos parois intestinales, souvent très très irritées. Qui plus est, c'est les sucres longs qu'on va trouver dans les céréales, puisque le gluten va souvent avec les céréales, va amener une prolifération du candida albicans, qui lui-même aura créé une ulcération de la muqueuse, donc le passage de ces protéines longues va être augmenté, et c'est là qu'on va avoir toutes les réactions allergiques, les réactions dites auto-immunes aussi. Donc pour détoxiner un corps, eh bien c'est simple, vu que c'est le terrain global qu'il s'agit d'atteindre, eh bien la meilleure solution, c'est simplement de passer dans un régime physiologique pour l'humain, à base de fruits principalement, puisque c'est quand même les fruits qui sont les détoxinants essentiels du système. Quand il s'agit de détoxiner, je m'oriente toujours vers les fruits, uniquement les fruits.
Les jus verts sont un bon moyen d'alcaliniser et de reconstruire, mais les fruits sont les agents détoxinants du système. Donc, comment détoxiner? Eh bien, commencer par les fruits. Commencer par les fruits, remettre peut-être un petit peu en circulation la lymphe en prenant du plantain pour accélérer un petit peu, soigner les émonctoires, le foie, les reins, le système digestif, prendre de l'exercice avec les poumons bien ventilés et se faire des frictions sèches de la peau par exemple, et là on aura stimulé tous les organes d'élimination et là tout va se mettre en place tranquillement. Ensuite, je regarde où on en est. Ouais, 25 minutes, on en est bien. Alors, une question de Marilyn. Bonjour Thierry, je suis content de voir que le stage s'est bien passé, ça donne envie de venir, merci. Je voulais simplement te donner une idée de vidéo qui pourra certainement servir plein de gens comme moi. C'est le burn-out. Le burn-out, donc l'épuisement total du corps. En effet, il y a plein de vidéos qui décrivent les maladies des uns et des autres. Mais à part moi, personne ne semble t'avoir demandé des conseils sur l'épuisement professionnel. Ça pourrait éclairer pas mal de monde qui se retrouve dans cette situation. Mais peut-être que le phénomène est complexe justement à décrire. Car tu vois, je suis tes conseils depuis longtemps et pourtant j'ai encore des grosses angoisses et le sommeil ne vient pas. Ça me désespère. Je prends les plantes que tu m'as conseillées. J'essaie de garder le moral et je me dis que mon corps finira bien par retrouver son équilibre. Ça me remonte toujours le moral quand tu dis que tu ne connais pas de situation désespérée. J'en connais toujours pas. Et le burn-out n'en est pas une. Peut-être que je me bloque moi-même, peut-être que j'ai des carences, je ne sais plus trop et je cogite beaucoup. Alors les plantes que on a échangé déjà avec Marilyn, les plantes qui avaient été recommandées, c'est pour remonter les surrénales. Parce que le burn-out, c'est l'épuisement complet du corps, c'est la batterie est HS. Donc la batterie est HS, les glandes surrénales sont HS obligatoirement. Donc remonter les surrénales, c'est toujours un excellent choix à faire avec des plantes adaptogènes. Ensuite, tu vois, je te lis et j'entends, peut-être que j'ai des carences. Je ne sais plus trop et je cogite beaucoup. Eh bien, c'est ça le problème. C'est peut-être ça le problème. C'est cogiter beaucoup. C'est vraiment cogiter beaucoup. Quand tu dis je me bloque moi-même, je crois que c'est assez vrai. C'est assez vrai. Et j'aurais tendance à te dire, finalement, peut-être prends les choses beaucoup plus simplement. La question, c'est que tu me dis, ça me remonte toujours le moral quand tu dis que tu ne connais pas de situation désespérée. Et ça, je pense qu'il faudrait que tu arrives, toi aussi, à t'en persuader. C'est-à-dire, je ne connais pas de situation désespérée. Tout peut être régénéré, d'autant plus si on a tous les organes en place. Quand il manque des organes, ça devient plus compliqué, mais on arrive à faire des choses, on arrive à faire de très belles choses. Mais alors, particulièrement quand tous les organes sont là, c'est juste une question de temps et c'est juste une question de ne pas se poser ses propres entraves. C'est juste ça la question. C'est qu'en fait, la plupart du temps, nous nous entravons nous-mêmes. Donc, peut-être que j'ai des carences. Non, oublie les carences. Là, c'est un épuisement. Donc, il n'y a pas de carence en tant que telle, ou il y a peu de chances qu'il y ait des carences. Et je cogite beaucoup, c'est clair que tu dois cogiter beaucoup. Et que ça, par contre, ça t'épuise complètement. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, si tu arrives à calmer doucement le petit vélo dans ta tête, eh bien, je te conseillerais de le faire. Sinon, je te conseille de te rapprocher de personnes avec qui tu pourrais partager ça beaucoup plus. Partager des moments de vie, partager des repas crus, partager de l'inspiration crue. Ça serait... tu cherches qu'on te rassure. Moi, je crois que le mieux, ça serait de te laisser inspirer. De te laisser inspirer. Aller au contact de personnes qui vivent comme ça, qui se sont régénérées. Je sais que moi, je l'ai vu au cours du stage, là, au mois de juillet, c'était vraiment intéressant. Il y a des personnes qui sont arrivées avec des craintes, avec des peurs, en me disant, voilà, c'est très difficile pour moi de manger cru, je ne vais pas y arriver. Et finalement, j'ai un petit peu noyé le poisson dans l'eau en leur disant, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un réchaud, vous pourrez manger cuit, il n'y a pas de problème. En fait, je savais très bien que tout se passerait très bien. Et effectivement, à la fin du stage, la personne qui m'avait contacté dans ce sens, et les peurs des gens, on en a parlé, et on s'est rendu compte qu'en fait, tout s'était passé extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe, parce que c'était soudé, et on a pu vivre une expérience collective, et finalement, avec cet élan, les gens sont repartis chez eux, avec une motivation, avec une inspiration supplémentaire. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin, on est tous éclatés, donc ce sont les peurs qui reviennent, qui prennent toute la place chez nous. Et donc c'est pour ces peurs, pour les évacuer, eh bien il faut se rapprocher de personnes qui partagent les mêmes inspirations, les mêmes convictions que nous.
de personnes aussi qui ont traversé les mêmes choses que nous et qui peuvent témoigner, parce que c'est en témoignant et c'est en s'inspirant du témoignage des autres qu'on peut avancer. Et c'est un petit peu pour ça que je mets aussi tous ces entretiens avec les personnes avec qui je travaille, pour permettre d'inspirer un maximum. Donc vraiment, je pense que tu fais exactement ce qu'il faut. Peut-être que tu t'entraves toi-même, ça tu le dis toi-même, eh bien rapproche-toi de personnes, va au contact de personnes avec qui tu seras plus inspiré et qui te permettront un petit peu de sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel tu es à la fois épuisé, mais tu t'épuises toi-même par tes peurs et tes questionnements. Voilà ce que je pouvais te conseiller, mais effectivement, je ne connais aucune situation qui ne puisse être régénérée, et je te le garantis. Alors maintenant, il y a un long courrier, de Sarah. Alors, ablation de la vésicule, transit, digestion, maux de tête, help me please. Donc voilà, il y a eu des choses. Donc il y a eu une ablation de la vésicule, parce qu'il y avait visiblement des cicatrices de passage de pierre à la vésicule. Donc 2 séjours à l'hôpital et 3e pour l'ablation de la vésicule qui était remplie de pierres, de cailloux donc. Donc maintenant, les diarrhées se sont transformées en constipation. D'ailleurs, les selles deviennent de plus en plus dures et elles sont très douloureuses. Ma digestion est très lente, je dors, j'ai des maux de tête. J'ai pensé que c'était dû au fait de supprimer donc la vésicule biliaire. Les intestins sont plus lents car la vésicule a pour rôle d'envoyer la bile pour qu'on puisse digérer, absolument. Eh bien l'estomac et les intestins doivent se débrouiller tout seuls maintenant. Ben, tu as parfaitement compris. Il y a eu une ablation de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est le réservoir de bile pour le foie. Alors le foie continue à produire de la bile, c'est pas un problème. Mais comme il n'y a pas ce réservoir, eh bien, la digestion est de plus en plus difficile. Ça, c'est toujours le problème. Je vous dis, on peut régénérer tout ce qu'on veut, simplement, il ne faut absolument pas supprimer. On supprime la vésicule biliaire. Une vésicule biliaire plein de cailloux, plein de calculs, on peut la régénérer. On peut évacuer ces calculs. Ça prend le temps, il faut s'y intéresser. Il y a des herbes qui peuvent aider à ça. Mais une fois qu'elle est supprimée, eh ben, on fait comment? Et la digestion, eh ben, elle est extrêmement difficile. Et donc les maux de tête commencent dès que je prends mon petit déjeuner le matin et s'arrêtent quand je m'endors le soir. C'est pénible. Mon chirurgien m'a dit que les céphalées n'avaient aucun rapport ni avec l'anesthésie ni avec le fait qu'on m'ait enlevé la vésicule. Les céphalées sont certainement en lien avec le fait que ton tube digestif actuellement est complètement bloqué, puisque je vous ai dit que le tube digestif était en lien au niveau embryonnaire avec la glande pituitaire, la glande hypophyse qui se situe là, dans la tête. Donc les maux de tête sont souvent liés à des problèmes de transit, à des problèmes de muqueuse intestinale qui est en mauvais état. Donc là, en pratique, mauvaise digestion due à l'absence de vésicule biliaire. Donc transit qui est difficile, donc obligatoirement maux de tête. Ça c'est très fréquent. Donc bizarre, pourquoi les maux de tête sont déclarés une semaine après l'ablation? Ben, tu le comprends toi-même pourquoi les maux de tête sont déclarés une semaine après l'ablation. Selon lui, je devrais quand même aller par précaution aller voir un neurologue. Non, moi je pense que ce que tu devrais pouvoir faire là actuellement, dans l'état actuel des choses, vu que ta vésicule biliaire a été supprimée, ça serait tonifier ton foie au maximum. Donc pour tonifier le foie, toujours pareil, plante tonique amère, du pissenlit, du chardon, du desmodium, et pour arriver finalement à suppléer et à augmenter finalement le flux de bile pour que l'impact de cette suppression de la vésicule biliaire soit moins sensible. D'autre part, j'activerai la circulation au niveau de mes intestins de manière drastique, irrigation colonique, mauve, guimauve, plantes légèrement adoucissantes et laxatives. Pour moi, ça serait vraiment activer la circulation. Des fruits au maximum, des fruits vont permettre
désengorger doucement et de désencrouter toute ta muqueuse intestinale. Actuellement, c'est le temps des pastèques. Je sais que ça va paraître de la monomanie, mais je te recommande de faire une forte consommation de pastèques qui vont aider vraiment à nettoyer tout le tube intestinal et les maux de tête devraient arrêter. Mais je ne te conseille pas de continuer à augmenter les réponses artificielles à des situations artificielles. Donc ensuite, donc tu me parles de tes maux de tête, du lever au coucher, donc tu l'as bien compris, c'est certainement, c'est même totalement l'état de tes intestins, donc la digestion qui est difficile, qui permet de... qui explique tout ça. Moi, je me dirigerai vraiment vers les fruits actuellement pour désengorger tout ça. Alors, il y a une mycose qui plus est. Mycose, c'est le pancréas. Mais mycose, c'est avant tout la digestion qui est difficile, qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a des organes qui manquent. Donc, il y a des organes qui manquent. Donc, il y a une prolifération de levures et de champignons de manière à assurer les phénomènes de digestion. Quand la digestion ne peut pas se faire, eh bien il y a une multiplication de ces levures et de ces champignons qui eux-mêmes vont manger tout ce qui n'a pas pu être digéré. Donc oui, la prolifération des mycoses est liée à des problèmes de digestion et liée à une muqueuse intestinale qui est en mauvais état. C'est une mycose digestive. Si c'est une candidose, quels en sont les symptômes? Grande fatigue, dépression. Or, tu me parles de troubles nerveux, que tu es sous antidépresseur. Donc, je pense que le candidat albican a quelque chose à voir avec ça. Donc, tu m'avais renvoyé aussi un autre courrier dans lequel... mais là, j'ai vraiment un souci. La mycose que j'ai attrapée est digestive, car elle est due à la colonoscopie. Elle s'est déclarée juste après. Colonoscopie, c'est très irritant pour la muqueuse intestinale. Donc si la muqueuse intestinale était déjà affaiblie, si la digestion était déjà affaiblie, il est certain qu'une colonoscopie n'a pas dû arranger ça. C'est extrêmement irritant. C'est extrêmement irritant. Une colonoscopie, c'est quand on rentre un tube dans l'intestin pour observer l'intérieur de l'intestin. Il n'y a pas besoin de rentrer des tubes à l'intérieur des intestins. On peut connaître l'état des intestins avec un examen clinique, avec un examen iridologique, et on n'a pas besoin de toutes ces opérations qui sont extrêmement irritantes pour le corps. Vraiment, c'est très très important de réaliser que toutes ces opérations qui visent à connaître l'état du corps en l'ouvrant, en le sondant par tous les orifices, eh bien, sont extrêmement irritantes et qu'ensuite on se retrouve avec des situations créées elles-mêmes par l'examen proprement dit. Là j'ai vraiment un souci, hein. Mon médecin m'a dit que donc c'était digestive, que c'était une mycose digestive, m'a mis sous antifongique pendant 10 jours, une semaine de repos, et puis boum, rechute, revoilà la démangeaison insupportable à la nuit, surtout le soir ou le matin. Ma pharmacienne me conseille de rappeler le médecin qui me prescrira un traitement encore plus fort. Alors, non, parce que de toute façon, un traitement antifongique, c'est un traitement symptomatique. Les mycoses sont là uniquement, la prolifération des mycoses ne sont là uniquement que parce qu'il y a une situation qui est déséquilibrée. Il y a un déséquilibre dans le système et les mycoses prolifèrent. Si en plus on supprime les mycoses, eh bien ça va aller de pire en pire, de toute façon. Et puis tu vas prendre des antifongiques, ça va supprimer la population, sauf que dès que l'action de l'antifongique aura été supprimée, eh bien, la population va à nouveau proliférer, et de plus belle, parce qu'entre-temps, il y aura une énorme accumulation de déchets qui demanderont à être mangés. Donc, quelque part, c'est inextricable comme boucle. C'est inextricable si on ne pense pas en termes de régénération. Donc là, il s'agit de remonter en amont. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle accumulation de déchets? Tonifier le pancréas, tonifier le foie. Bon, la vésicule biliaire, il n'y en a plus, donc vraiment tonifier le foie et le pancréas pour relancer tout ça, pour relancer tout le système digestif, accélérer un petit peu le transit intestinal de manière à ce qu'il y ait moins de stase dans les intestins et doucement rétablir une situation un peu plus équilibrée avec une situation qui est elle-même exceptionnelle et un petit peu artificielle puisque tu n'as plus de vésicule biliaire.
mais je ne m'orienterai certainement pas vers une augmentation encore des antifongiques. Ils ne vont répondre à rien. Tu as compris? Tant que tu vas prendre des antifongiques, eh bien, le champignon va être en diminution. Mais pendant qu'il est en diminution, puisque en aval, la digestion est diminuée, les facultés de digestion sont diminuées, eh bien, les déchets vont s'accumuler. Et dès que tu vas arrêter les antifongiques, ben, blam, ça va être explosion de champignons. Donc tu me dis que tu as mal à la gorge, à la tête, que tu es très encombré du nez, la toux qui arrive. Bon, mais là, c'est le système lymphatique qui est complètement encombré certainement par les antifongiques que tu as pris, par tous les médicaments que tu as pris. Donc voilà, moi je pense que là c'est une spirale un petit peu infernale et je me permets de te proposer d'aller beaucoup plus vers une voie de la régénération, régénérer le pancréas, je t'ai dit fenugrec, régénérer le foie, tonique amer. Tu peux vraiment abuser des plantes toniques amères comme la gentiane, le pissenlit, le chardon-marie, que ce soit en plante entière, en jus, en plante sèche, tu peux vraiment y aller. Tonifier les intestins aussi, te faire une irrigation colonique histoire de désengorger tout ça. Tu peux même aller voir un praticien si tu ne sais pas le faire toi-même. Et une fois que tu auras fait ça, déjà tu devrais voir une nette amélioration. Mais avant tout, prendre soin de ta muqueuse intestinale. Mais c'est certainement pas... là, disons qu'on voit vraiment comment ça se passe quand on a une ablation d'un organe ou d'une glande. Après, c'est la réaction en chaîne. Il manque quelque chose dans le système. Donc, eh bien, le système est boiteux, il compense comme il peut en créant lui-même un autre déséquilibre, et ainsi de suite, ça va se reproduire à l'infini. Et finalement, plus on va chercher des solutions agressives, et plus on va faire fausse route pour moi, Donc là, il est temps, quelque part, de tirer le frein à main, de considérer la situation et de partir dans une régénération du système. Alors bien sûr, ça sera moins rapide, ça ne sera pas en 10 jours peut-être que tu auras une diminution de tes champignons. Simplement, tu vas réellement travailler sur le terrain et non pas travailler en symptomatique. Parce que travailler en symptomatique, c'est mettre un couvercle sur la casserole et pendant ce temps, dans la casserole, ça bout de plus belle. Et on ne veut pas voir. La régénération, ça demande de l'implication personnelle et ça demande surtout de sortir de la logique de la peur, de l'assistanat. Donc, dirige-toi vers ce qui est physiologique pour ton corps pour lui permettre de rétablir l'équilibre tant bien que mal avec les contraintes qui sont les tiennes maintenant. Et ça devrait marcher. Parce que je maintiens toujours, je ne connais aucune situation qui ne puisse être régénérée. Donc réjouis-toi, il y a du travail, mais ça peut aller assez vite. Là, une photo des yeux aussi permettrait de voir si c'est le foie ou le pancréas qui sont le plus touchés. Mais bon, ça doit pouvoir se savoir. Ou alors va voir un iridologue qui va pouvoir te dire si c'est le foie ou le pancréas qui est le plus touché. Ça te permettra aussi de cibler ton action. Allez, une dernière question de Mathieu qui me dit je m'appelle Mathieu, j'ai 17 ans et je vis dans le Maine-et-Loire. Je connais ton blog depuis peu et je trouve tes vidéos très utiles. Je suis ravi que des gens de 17 ans regardent ça. Ça me réjouit vraiment. Merci Mathieu pour ton message. Alors, en effet, si un jour il n'y a plus les moyens de s'approvisionner sur une plateforme, supermarché ou autre, il faudra survivre dans la nature en mangeant des fruits, des légumes. Oui, absolument. Le seul problème, c'est que j'ai beau manger des fruits et des légumes, crus ou légèrement décrudis, j'ai toujours faim quand je termine ma prise alimentaire. Je m'imagine donc mal faire un repas sans féculents, viande ou poisson. J'aimerais bien que tu m'éclaires là-dessus si tu as le temps. Je sens pourtant que manger comme tu le fais est le mieux pour notre corps. Alors là, c'est difficile à dire. Il peut y avoir un facteur émotionnel. Tu peux être encore lié au fait d'avoir besoin de te sentir lourd. Le besoin de se sentir lourd est typique avec la nourriture cuite. Et donc il y a encore cette habitude. Et ça, on se déshabitue doucement. Il faut être patient. Il faut être patient avec toi-même. Le deuxième facteur, c'est que peut-être tes apports alimentaires ne sont pas suffisants. Peut-être que tes apports alimentaires ne sont simplement pas suffisants, que c'est normal que tu aies faim. Parce que les fruits et les légumes prennent un volume plus important qu'une nourriture extrêmement concentrée
une nourriture cuite extrêmement concentrée. Et au début, souvent, on ne mange pas assez. Donc peut-être que tu as simplement faim, surtout si tu as une grande activité physique. Donc facteur émotionnel, peut-être que la ration alimentaire n'est pas suffisante, peut-être aussi que ton assimilation est très mauvaise. Donc c'est-à-dire que tu as beau manger, ce que tu assimiles est réduit, et finalement, tu n'en tires que peu. Alors quand tu consommes cuit, vu que c'est extrêmement concentré et surcalorique, finalement, même si on a une assimilation qui est mauvaise, on arrive toujours à en tirer quelque chose. Mais quand on passe aux fruits et aux légumes, au début, eh bien, la ration calorique est moindre, on a une assimilation qui est mauvaise, donc entre les deux, eh bien, on est sous-nourri. La solution, c'est de régénérer le système. Les fruits et les légumes sont la meilleure des solutions. Nettoyer les intestins pour améliorer l'assimilation. Travailler au niveau émotionnel pour accepter aussi doucement cette légèreté et l'accueillir et se réjouir de cette légèreté. Expérimenter sur la voie et sur le chemin et prendre le temps en douceur. Il n'y a pas de chronomètre qui tourne, chacun prend le temps. Tu as 17 ans, donc c'est merveilleux déjà que tu sois dans une démarche comme ça dès tes 17 ans. Je me réjouis, j'aurais bien aimé être dans une démarche telle que la tienne déjà à 17 ans. Donc ne t'inquiète pas, ça va venir, continue à regarder les vidéos, continue à te laisser inspirer, rapproche-toi de personnes qui vont pouvoir te permettre d'expérimenter ça en direct, mais tu vas voir, j'ai énormément de personnes avec qui je suis en contact, en lien, et qui témoignent qu'une fois qu'elles se sont laissées inspirer, elles se rendent compte que finalement ça marche très très bien, et que cette faim viscérale n'est souvent qu'une faim émotionnelle liée au manque de relations, liée au manque de réalisation dans notre vie, plus qu'à une faim réelle et matérielle. En tout cas, une fois que le système est nettoyé. Donc nettoie le système, observe tes émotions, donne-toi du temps, et ça devrait se régler tranquillement. Mais tu es sur la bonne voie, définitivement, tu es sur la bonne voie, et je t'en félicite et je me réjouis. Voilà, ça fait pas mal de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça commence à être bien long. Je crois que j'ai rien oublié pour ce matin. Non. Ben voilà. Donc, merci pour toutes ces questions. J'espère que j'aurai répondu au mieux à toutes les questions que vous posiez. Mais vous avez compris, régénérer le système avant tout. Régénérer le système. Observer. Contempler le système aussi, comment il fonctionne. Les détoxinations, elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Les fruits et les herbes médicinales sont vraiment vos alliés. On l'a vu plus que jamais dans le dernier stage, à quel point ça pouvait faire des transformations massives pour les gens. C'est vraiment ce que je propose d'expérimenter. Je vous rappelle qu'il y a une deuxième session qui est organisée en août, donc toutes les personnes qui veulent venir expérimenter in situ, avec un approvisionnement de fruits, avec un environnement aussi inspirant, avec des enseignements, avec des partages, eh bien vous êtes les bienvenus, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est du 14 au 20 août. Vous pouvez me contacter directement, je vais mettre l'information sur le site. Je vous souhaite à toutes, à tous une très très belle journée. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune situation qui ne puisse être régénérée, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physiologique. A très bientôt, bon jus, bons fruits, belle vie, beau partage, beaux échanges avec tous les gens qui vous entourent. A très bientôt.